Il y a quelques semaines, on a eu le plaisir de recevoir François Mullet pour une interview que Romain a réalisée pour son documentaire Une ferme sur sol vivant. Et à cette occasion, on l'a un petit peu questionné sur les questions d'entropie, de matière, d'énergie et d'information. Je vous laisse l'écouter. Tu résumes assez bien le problème, pourquoi une chimie de synthèse serait toujours plus mauvaise? Effectivement, un des premiers arguments, c'est de dire que comme elle est de synthèse, elle n'a pas été fabriquée par des processus biologiques. Et le truc, c'est que ces processus biologiques respectent des règles. Et ça, c'est un peu embêtant pour l'être humain. Parce que lui, quand il y a trop de règles, ça l'agace, il ne peut pas faire du business comme il a envie, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il a l'impression que ça entrave un peu sa liberté. Je manque de vitamines, comme tu dis, dans mes fruits, j'ai envie de leur ajouter des vitamines. Ah ouais, manque de bol, les vitamines ne sont peut-être pas exactement ceux qui sont présents dans la nature. Et quand on regarde bien, peut-être que les vitamines créées naturellement sont sous une forme spéciale, à un endroit spécial de la physiologie de la plante, et ça les rend plus absorbables, plus efficaces, etc. Bon, je dis bien c'est des peut-être parce que c'est des sujets très complexes. Ça aborde la question de l'organisation de l'information du vivant. Quelles sont les règles qui font que le vivant organise la matière organique d'une certaine manière et pas d'une autre? Je pense qu'on peut le simplifier, c'est une grande simplification, mais tant pis, on y va quand même. Le vivant, c'est fait avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène et un certain nombre d'oligoéléments. Si je fabrique des molécules assez complexes, avec 20 atomes, je peux fabriquer une infinité absolument gigantesque de molécules différentes, avec juste ces 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Je peux faire des emboîtements à l'infini, des quantités absolument incroyables de molécules différentes. Et le truc, c'est que quand on regarde le vivant, dans cet ensemble infini, le vivant n'en fabrique qu'une sous-partie absolument ridicule. Je m'explique, si vraiment j'analyse les différents types de sucre qu'il y a dans la sève de la vigne qu'il y a là, les différents types de sucre qu'il y a dans la sève d'une carotte, je vais avoir un certain nombre de sucres assez compliqués. Je ne saurais pas donner un ordre de grandeur, mais c'est des centaines, c'est des milliers. Mais dans l'absolu, on pourra en fabriquer des milliards de sortes différentes, et le vivant n'en utilise qu'un sous-ensemble bien restreint. Tu as exactement la même question avec les acides aminés protéogènes. Donc les acides aminés, c'est des molécules carbonées, et le vivant emboîte ces acides aminés pour fabriquer des protéines. Des acides aminés pour faire des protéines, il n'y en a qu'une vingtaine. Le vivant en utilise 20. Donc on pourrait fabriquer des milliards et des milliards d'acides aminés différentes pour fabriquer des protéines, mais le vivant n'utilise que 20. Et ça, c'est une question, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a des débuts de réponse intelligentes pour répondre à la question. Pourquoi le vivant utilise que 20 acides aminés pour fabriquer ses protéines, alors qu'on pourrait en fabriquer des millions et des millions et des millions? En fait, on commence à comprendre. C'est que chacune de ces acides aminés, elle répond à des propriétés chimiques, de redox, de pH, de masse, de structuration, de compatibilité avec l'eau. Parce que les acides aminés, elles vivent dans l'eau, donc déjà, si elles se dissolvent trop facilement dans l'eau, ça ne fonctionne pas. Et donc ces acides aminés, elles répondent à tout un tas de contraintes qui sont propres au vivant, et à la fin, le vivant, il n'en a choisi qu'une vingtaine, pour des raisons assez compliquées. On retrouve des harmoniques aussi. Dans la masse des acides aminés, tu as des harmoniques. Elles n'ont pas un poids aléatoire en fait. Et ça, c'est très utile dans les réactions chimiques. Il faut qu'elles aient des poids spécifiques, etc. Mais c'est quand même des sujets très avant-garde. Et quand on commence à réfléchir à ça, on comprend qu'effectivement, nous, on va fabriquer de la chimie de synthèse qui va être soumise à nos contraintes, mais qui sont des contraintes de laboratoire et de production de chimie en usine et en laboratoire. Et ce n'est pas les contraintes de la nature. Et donc, possiblement, on va fabriquer des molécules qui ont une probabilité de pas trop respecter les règles du vivant, beaucoup plus importante. Après, ce qui est assez rassurant quand même, c'est qu'on voit que quelle que soit la chimie organique qu'on met dans le vivant, à la fin, elle finit par tout dégrader et tout remettre dans le cycle, quoi. En fait, elle prend la matière, elle la décompose et elle la remet correctement dans le cycle. On voit qu'elle finit toujours par le faire. On le voit quand on met par exemple du plastique dans les champs, quand on met des hydrocarbures ou des choses comme ça. Généralement, quand on revient 20 ans après, s'il y a une bonne activité biologique dans le sol, il ne reste plus grand-chose. Tout a été bouffé, redécomposé, restructuré. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à mettre nos déchets dans le sol et à attendre 20 ans que ça se renouvelle. Ce qu'on aimerait, c'est mettre des déchets qui sont conçus pour être dégradés par le sol. C'est-à-dire on cherche à mettre des déchets qui respectent les règles du vivant, quoi. Et donc cette question de l'information dans le vivant et des règles du vivant, moi c'est le sujet qui me passionne et qui je pense va me passionner pendant encore quelques décennies, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Et là, on voit qu'en plus, ça suit l'évolution de la science. Si on regarde les physiciens et les chimistes, comment ils ont développé
depuis 2 siècles la science de la matière. Je pense que l'écologie et l'agronomie, ça doit avant tout être une science de la matière, au sens large. J'étudie la matière, mais j'étudie aussi les interactions entre les différents atomes. Donc il faut étudier la matière, il faut étudier l'information, l'énergie, les systèmes anthropiques, les structures, etc. Quand on regarde comment évolue la physique, on a d'abord dessiné le tableau de Mendeleïev. On s'est rendu compte qu'il y avait des atomes plus lourds que d'autres, qui avaient des réactions électrochimiques différentes, et on les a rangés dans le tableau de Mendeleïev. Ça a été un très gros travail qui a été réalisé par les chimistes quand même tout le long du 19e siècle. Et je pense qu'on peut être fier d'avoir fait ça, parce qu'un atome c'est quand même tout petit. Et les mecs, avec franchement pas beaucoup de matériel, ils ont réussi à dessiner tout le tableau de Mendeleïev. Et quand on comprend ça, c'est qu'aujourd'hui nos modèles agricoles sont encore issus de cette pensée-là du 19e siècle. On avait découvert les atomes, on a compris que la plante elle absorbait des atomes, qu'elle contenait des atomes. Et donc on s'est dit, ah bah super, si je mets tant d'azote, j'ai tant d'azote dans ma plante, j'ai un équilibre, tout va bien. Mais ça n'est qu'un équilibre de la matière. Petit à petit, on a découvert la thermodynamique. Et la thermodynamique, c'est quoi? C'est de dire, ah bah il y a du soleil, on a bien l'impression que c'est le soleil qui fait pousser les plantes, mais alors c'est pas de la matière, c'est quoi? C'est de la lumière. La lumière, c'est quoi? Est-ce que c'est de la matière? Ah bah oui, c'est une onde. Quelle est la différence entre les ondes et la matière? La physique quantique nous dit que c'est la même chose. Sauf la matière, c'est des ondes qui tournicotent, qui sont agglomérées les unes avec les autres. Et donc tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'énergie et pas juste un problème de matière. On le savait, on avait déjà inventé le feu, donc on comprenait bien que dans le bois, par exemple, il y avait de la matière, il y avait de l'énergie, que c'était une matière qui contenait de l'énergie, alors que si on essayait de faire brûler des silex, ça ne marchait pas. Donc on a compris qu'il y avait cette notion d'énergie, et donc on a travaillé aussi tout le 19e siècle, le 20e siècle, à comprendre la notion d'énergie. Et la dernière notion qui est apparue, c'est celle d'information. Alors ça, c'est avec la révolution du numérique, on avait déjà compris un peu avant, mais on s'est rendu compte, comme je disais, qu'on peut avoir 2 matières organiques qui ont la même composition, un niveau d'énergie à peu près similaire, et pourtant une organisation complètement différente. Et ça, c'est la notion d'information dans le vivant, quoi. Là où on a vraiment beaucoup avancé, c'est avec le développement des technologies numériques, la cybernétique, parce qu'on a compris beaucoup de choses sur ce que c'était de l'information. On a découvert la génétique. La génétique, c'est quand même de l'information. L'ADN, l'ARN, c'est de la matière très fragile qui est structurée et qui contient de l'information. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que des champs d'information, il y en a plein d'autres. On sait qu'on peut tuer une cellule avec un champ électromagnétique, avec des ondes sonores. On sait qu'on peut, aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui développent la sonothérapie des plantes. Alors, ça marche avec plus ou moins de bonheur parce que c'est des champs exploratoires assez vastes. Donc, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Mais on comprend que juste en amenant de l'information, ça va changer des choses. Et aujourd'hui, c'est des notions qui deviennent assez communes. On a tous des smartphones, on ne sait pas d'où viennent les ondes, et pourtant, tu as des vidéos sur le smartphone, tu as tout ça. Ce qui est un peu compliqué, c'est de comprendre comment de l'information peut influencer le vivant, c'est-à-dire de la matière. C'est cette interaction information, énergie, matière, où là, tout le monde est un petit peu perdu, quoi. Comment ça se passe, quoi. Comment tout ça interagit? Est-ce qu'il suffit que je mette un panneau si dans un champ tu mets un panneau de signalisation à la plante en disant pousse bien, elle ne pousse pas forcément bien. Alors qu'un conducteur de voiture, tu mets un sens interdit, l'information elle est transmise, il voit le sens interdit, il sait qu'il ne doit pas y aller. Le feu rouge, je m'arrête. Comment je peux communiquer avec les plantes? Pour lui dire quoi? Dans quel objectif, quoi? Comment je peux lui envoyer de l'information? Est-ce que je peux résoudre des problèmes de maladie, par exemple, avec de l'information? Est-ce que je peux détruire des bactéries et des virus en envoyant des champs électromagnétiques qui vont venir perturber le fonctionnement des champignons parasites et des virus? C'est ce genre de questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Et là, c'est bien la notion d'information, quoi. Et derrière, en sous-jacent, il y a la notion d'entropie aussi. C'est très lié. Et ça, je pense que c'est le gros dossier qu'on est en train aujourd'hui d'ouvrir, même si celui de l'énergie, il est encore en train d'être creusé, parce que ce n'est pas encore intégré dans tous les systèmes. Je dois nourrir mon sol et dans la notion de nutrition, il y a de l'énergie. Un petit exemple pour illustrer comment aujourd'hui on est en train de remettre au cœur de la réflexion matière, énergie, information, entropie et tous ces concepts physiques. Par exemple, par abus de langage, on dit les moteurs à explosion fonctionnent avec de l'énergie. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous prenez un tracteur, évidemment, vous êtes obligé de mettre du carburant dans le tracteur. Le carburant, on sait que si on lui met le feu, il va brûler, donc il contient une énergie chimique. Alors, il contient d'autres formes d'énergie. La masse, on sait que c'est de l'énergie, mais ça, on n'arrive pas trop à l'exploiter. Dans le carburant, il y a de l'énergie chimique. Et donc, on dit qu'il faut mettre de l'énergie dans le moteur. Alors, le problème, c'est que si vous regardez le tracteur dans son ensemble, que vous le faites fonctionner, il va consommer le carburant. Certes, dans le carburant, il y a de l'énergie chimique, mais si j'additionne toutes les pertes et tous les frottements que génère le fonctionnement du tracteur, à savoir le moteur qui chauffe, qui émet de la chaleur, l'usure des pneus, toutes les formes d'usure et de frottement, en fait, je retrouve une équivalence normalement parfaite, si on a tout bien mesuré, entre la quantité d'énergie qu'il y a dans le carburant et la quantité d'énergie qui est perdue par le fonctionnement du tracteur sous plein de formes.
très souvent du rayonnement infrarouge, de la chaleur, quoi. Donc on a autant d'énergie dans le carburant qu'on a d'énergie en sortie par perte. Donc le tracteur ne consomme pas d'énergie, il y en a toujours autant, à l'entrée et à la sortie. Donc qu'est-ce qu'il a consommé en fait? Ce qu'on comprend bien, c'est que dans le réservoir, l'énergie, elle est concentrée. Alors que tous nos frottements et toutes nos pertes, c'est une énergie beaucoup plus diffuse. Elle est diffuse parce qu'elle se balade et elle est beaucoup moins concentrée. Et donc là, on voit bien qu'en fait, quand on utilise un flux d'énergie pour faire quelque chose, c'est certes la quantité d'énergie qui compte, mais c'est aussi sa concentration. C'est sa concentration. Donc l'énergie chimique dans un carburant, elle est concentrée. Et à la sortie du système, l'énergie, elle est beaucoup plus diffuse sous des formes assez variées. Et donc là, ce qu'on dit, et c'est là qu'arrive une notion d'information, c'est qu'on a augmenté en entropie dans le système. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de concentré et structuré avec des motifs très récurrents. J'ai mes chaînes carbonées dans mon carburant. Et à la fin, j'émets des infrarouges extrêmement bordéliques qui diffusent dans l'environnement. Et pourtant, en entrée et en la sortie, on a la même quantité d'énergie, mais ce qui a changé, c'est l'information, comment est structurée cette énergie. Globalement, un tracteur, ça consomme de l'information. Ça, c'est assez nouveau. Donc par abus de langage, on dit que c'est de l'énergie, mais non, ce n'est pas de l'énergie. Ça utilise un flux d'énergie, et pour faire avancer le tracteur, en fait, on utilise l'information qu'il y a dans le flux d'énergie. On a exactement la même chose à l'échelle de la planète. Et là, ça, c'est très lié à la question de l'effet de serre. Le Soleil envoie sur la planète un rayonnement lumineux, et on a un spectre lumineux. C'est-à-dire que, globalement, le Soleil, il envoie telle longueur d'onde avec telle intensité, etc. Donc on a un spectre lumineux qui est envoyé par le Soleil. Si, aujourd'hui on sait faire ça avec les satellites, si on regarde la lumière qui est réémise par la planète, on se rend compte qu'il y a autant d'énergie qui est reçue par la planète, qui est renvoyée dans l'espace, dans le vide intergalactique, par la planète. Donc en fait, la planète, elle reçoit de l'énergie sous forme de rayonnement, avec différentes longueurs d'onde, et elle réémet dans l'espace autant d'énergie. Alors elle en stocke un petit peu, notamment l'énergie chimique du bois, c'est de l'énergie qui a été stockée, c'est de l'énergie lumineuse qui a été stockée, mais si on regarde sur le temps long, en moyenne, il y a autant d'énergie qui arrive sur la planète, il y en a un peu qui est stocké, mais elle finit toujours par être larguée. Donc en fait, la planète, c'est exactement comme le tracteur ou le moteur thermique. On a de l'énergie qui arrive, c'est un flux de rayonnement électromagnétique. Là, pour le coup, c'est pas de l'énergie chimique, c'est un flux de rayonnement électromagnétique, de la lumière. Et la planète en reçoit autant qu'elle en renvoie. Donc qu'est-ce qui fait fonctionner tous les écosystèmes en fait? Quand on regarde le spectre lumineux qui est reçu par la planète et le spectre lumineux qui est renvoyé par la planète, c'est pas le même. Il est décalé. Alors il est décalé comment? En fait, le Soleil nous envoie en moyenne un spectre électromagnétique avec une fréquence assez élevée. C'est-à-dire que chaque photon a une fréquence assez élevée, il est assez énergétique. Et quand ce photon il arrive sur la planète, il va rencontrer les feuillages notamment, et c'est là que ça devient intéressant. Il va rencontrer le sol, etc. Et il va se découper en plusieurs photons. Et donc on va passer notamment des lumières visibles aux infrarouges. Et c'est pour ça que la lumière visible, elle nous chauffe, parce que la chaleur c'est des infrarouges. Et donc on passe de rayonnement avec des fréquences élevées, des niveaux d'énergie élevés, à des rayonnements avec des fréquences plus basses et des niveaux d'énergie un peu plus faibles. Alors au passage, on fabrique des nouveaux photons en fait. Quand on passe de lumière visible à des infrarouges, on fabrique des nouveaux photons. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, parce que c'est quand même des sujets un petit peu compliqués, mais je crois que c'est bien comme ça que ça fonctionne. On fabrique des nouveaux photons avec des fréquences plus basses et des niveaux d'énergie légèrement plus bas. Et donc, quand on regarde au niveau de la planète, on reçoit un certain nombre de photons, assez énergétique. La planète recrache plus de photons avec des énergies plus basses, mais comme j'ai plus de photons, la quantité d'énergie est la même. Par contre, j'ai plus de photons, j'ai créé de l'information et j'ai complètement transformé l'information que je recevais du Soleil. Et on dit là aussi que en fait, on a fait augmenter le rayonnement électromagnétique en entropie dans le passage sur Terre du rayonnement électromagnétique. Et là, on se rend compte que l'ensemble des écosystèmes sur Terre ne fonctionnent pas grâce à l'énergie. Il y a besoin d'un flux d'énergie. Mais ce flux d'énergie, ce rayonnement, en fait, il sert à faire circuler de l'information. Et en fait, nos écosystèmes se nourrissent d'information et d'entropie. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc ça, c'est des notions assez nouvelles, qui ne sont pas du tout intuitives, alors qu'il faut comprendre qu'il y en a partout. Là, il fait 20 degrés à peu près. S'il fait 20 degrés, c'est parce qu'on est entouré d'un foisonnement de rayons infrarouges. S'il n'y avait pas ça, on aurait froid. Et en plus, on a le mouvement brownien des molécules, etc. Tout ça, c'est de l'information. C'est des flux d'énergie qui contiennent de l'information. Donc c'est ces sujets-là qu'on va creuser dans les années qui viennent, parce que c'est quand même qu'en comprenant d'une manière un peu plus exacte ces choses-là, qu'on va bien comprendre ces débats sur le réchauffement climatique, quel est l'impact de la couverture végétale, quel est le vrai rôle du CO2, parce qu'au passage, c'est ça en fait, c'est ce fonctionnement du rayonnement électromagnétique qui crée du réchauffement climatique. C'est-à-dire que si j'ai changé la composition du gaz qui couvre ma planète, si j'ai changé la composition de l'atmosphère, et que cette atmosphère garde plus les infrarouges notamment, ça va faire monter la température, quoi. Voilà. Si mon gaz il est plus opaque à certaines longueurs d'onde, ça va maintenir de l'énergie en surface de la planète et ça va faire réchauffer la planète. Et donc
tous les débats aujourd'hui, c'est de savoir si c'est réellement le CO2 qui génère du réchauffement, ou si c'est un problème de végétal, ou si c'est un problème de nuage, ou si c'est un problème d'autre chose qu'on n'a toujours pas compris, quoi. Mais tout ça, c'est des sujets un peu nouveaux, et je pense que, honnêtement, on dit beaucoup de choses, on affirme beaucoup de choses, alors que quand je questionne, en fait, tous les écologues, les agronomes, etc., et que je leur demande de m'expliquer le réchauffement climatique avec le fonctionnement de l'information et de l'entropie, généralement, il y a à peu près personne qui comprend ce sujet-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sujets qu'on ne maîtrise pas parce qu'ils sont nouveaux. Il y a peu de spécialistes et c'est quand même assez contre-intuitif, quoi. Parce que globalement, on utilise des concepts qui sont assez différents de ce qu'on utilise au quotidien. Merci François pour ces pistes de réflexion. Et j'espère que tu vas pouvoir creuser et nous apporter encore plus d'informations sur ces sujets-là sur ta chaîne Vers de Terre Production.